Bonjour, c'est encore la semaine de la poésie, c'est le dernier jour de notre festival. Un festival donc qui a mis à l'honneur les langues autochtones, régionales et aujourd'hui la langue portugaise. L'année dernière, nous avions proposé en partenariat avec l'Association des traducteurs littéraires de France, ATLF, une joute de traduction. Et nous avons tellement aimé ce concept, et aussi parce que nous avions envie d'un partenariat avec les médiathèques de Clermont Métropole ainsi que l'Université Clermont-Auvergne, on a décidé de recommencer avec une autre joute de traduction autour de la poésie portugaise. Je ne vais pas vous en dire plus puisque mes collègues s'en chargeront. Je laisse la parole à Marie Berne, notre partenaire. Merci Sophie. Bonjour à tous. Donc je suis Marie Berne, je travaille à la médiathèque de Jaude et je vous dis juste quelques mots sur les escales portugaises qui démarrent en ce mois de mars. Ces escales portugaises, c'est un ensemble de manifestations qui sont organisées à Clermont-Ferrand par le réseau des médiathèques Clermont-Auvergne Métropole avec tous les partenaires que l'on va retrouver tout au long de l'année, qui nous accompagnent sur cette saison. C'est une saison qui s'inscrit dans la saison croisée France-Portugal 2022, initiée par l'Institut français. Et c'est un ensemble de manifestations qui s'inscrivent dans capitale européenne, la candidature capitale européenne de la culture 2028. Voilà. Alors cette saison, elle a démarré le début mars, 3 mars, par une conférence sur Fernando Pessoa par Patrick Quillier. Et donc là, nous sommes à notre deuxième événement par le biais de la traduction en partenariat avec la Semaine de la Poésie, l'Université l'Université Clermont-Auvergne. Voilà. Et donc, tout au long de l'année, nous allons vous proposer plein d'actions, d'occasions de rencontrer la culture portugaise à travers son cinéma, sa bande dessinée, sa poésie, à travers les illustrations jeunesse, à travers tout ça. Et vous pourrez consulter le programme jusqu'en juin de ces escales sur l'agenda des médiathèques qui est sur la table dans le hall, et vous pourrez également retrouver tous ces événements sur le site des médiathèques. Et il y aura deux temps forts dans cette programmation. Le premier au mois de juillet avec une exposition Valerio do Campo, donc une illustratrice qui est publiée notamment chez un éditeur de Braga, Paletas de Letras, et donc une exposition qui sera à Cournon, à Beaumont et à Londe pendant le mois de juillet. Et ensuite, en octobre, la saison va pas tout à fait se clôturer parce qu'au début octobre, nous allons recevoir des écrivains portugais pour des rencontres. Voilà, donc nous vous invitons à suivre ce programme. Et voilà, merci encore à la Semaine de la Poésie d'avoir permis la réalisation de cette joute, parce qu'effectivement la traduction est évidemment essentielle pour la découverte de la littérature portugaise. Merci, bon après-midi. Alors la parole maintenant à Daniel Rodriguez, professeur donc des portugais, du département d'études lusophones de l'Université Clermont-Auvergne, qui va modérer cette joute. Il va aussi vous présenter nos invités. Il y a un petit changement, il va vous expliquer tout ça. Choisissez votre équipe, hein, vous allez voir, c'est assez stimulant une joute. Et je vous souhaite de passer un bon moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup, Marie, pour cette invitation. Ce matin, pour rigoler, je dis que même quand c'est le Canada, le pays invité, j'arrive à m'inviter à la Semaine de la Poésie. Tellement j'aime être avec vous pendant cette pause poétique à Clermont-Ferrand. Nous sommes aujourd'hui ici pour rentrer plus ou moins dans l'atelier des traducteurs. C'est un travail qu'on oublie et qu'on a tellement besoin pour connaître d'autres cultures. Et donc la joute de traduction, plus qu'une dispute, plus qu'une lutte de deux traducteurs, c'est une opportunité de rentrer dans l'atelier du traducteur et de voir donc le travail qui a
qui guide le choix de la traduction. Et l'ajout d'aujourd'hui s'inscrit, donc, comme a bien dit Marie, dans les escales portugaises, le projet de la saison croisée France-Portugal, conçu par les médiathèques de Clermont-Auvergne Métropole et en partenariat avec tant d'acteurs comme la Semaine de la Poésie, le département d'études portugaises et brésiliennes de l'Université Clermont-Auvergne, la chaire Sadmiran de l'Institut Camões, ainsi que l'Association de traducteurs littéraires de France, l'ATLF. Je remercie vivement tous les membres de l'association de la Semaine de la Poésie pour cette pause. Françoise, Sophie, vous savez combien on vous admire. Et je remercie également Sophie Aslanide pour nous donner l'opportunité d'échanger avec des traducteurs et traductrices à propos de la poésie de ce monument de la poésie portugaise qui est Mário de Sá Carneiro. Juste pour rappeler, la TLF est une association quasi cinquantenaire. Elle a été créée pour défendre la profession des traducteurs et œuvrer à sa visibilité auprès des acteurs du livre et du grand public. Elle compte plus de 1000 adhérents, tous exerçant le métier de traducteur littéraire, soit plus ou moins plus d'un tiers des professeurs du secteur. Ses principales missions sont de défendre la profession du traducteur en offrant un certain nombre d'outils aux adhérents, comme des conseils juridiques par exemple, et en représentant le traducteur au sein de différentes instances auprès des autorités publiques et des acteurs du livre comme le CNL, etc. Une autre mission est celle de promouvoir la traduction et à travers elle, la littérature traduite. Et je vous conseille de lire la revue bisemestrielle consacrée à la traduction, les translittératures. Enfin, la TLF fait partie du groupe Alliance pour la lecture, qui fait de la lecture une grande cause nationale et vise à faire résonner la lecture de la poésie à haute voix. Cette grande cause nous rappelle l'importance de la lecture comme pont entre nous, et nous avons tellement besoin en ce moment. Vitrine de l'action de la TLF, les joutes sont nées en 2014 et elles mettent en valeur la diversité des langues traduites et des textes abordés par les traducteurs. Et le principe est très simple. 2, 3 jouteurs, jouteuses reçoivent un texte inconnu et ont pour mission de le traduire et de le confronter au cours d'un moment d'échange. Plus qu'un combat, comme je disais, à l'issue duquel on désignerait un vainqueur ou un vaincu, les joutes ont la vocation de dévoiler l'arrière-cuisine des traducteurs. Et donc, nous avons aujourd'hui 2 jouteuses, vous ne le voyez pas, mais nous avons 2 jouteuses, car nous avons Anna Torres et Élodie Dupont. Vous ne le savez pas, mais moi, je ne suis pas Daniel Rodriguez, je suis Mathieu Doss. Et Anna Torres n'est ni l'un ni l'autre. Nous voilà d'emblée dans l'œuvre de Mário de Sá Carneiro, la dispersion des identités. Sérieusement, nous remercions vivement Élodie Dupont d'avoir nous envoyé ces traductions, même si elle ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Ces traductions seront présentées donc par Mathieu Doss, qui était censé être à ma place et qui a accepté, merci beaucoup Mathieu, de changer et de soutenir, donc de commenter les textes d'Élodie Dupont que je ne laisse pas de présenter. Élodie Dupont a fait ses études en langue étrangère à Bordeaux. Elle a une énorme quantité de traductions aujourd'hui. Par exemple, elle est la traductrice du roman Eliette de la portugaise Dulce Maria Cardoso, chez Chandaigne, de Hippie du brésilien Paulo Coelho, chez Flammarion, ainsi que le recueil de nouvelles La Voix de l'Archer. Elle a également la traductrice de À demain, camarade, des Portugais Manuel Thiago et Álvaro Cunhal, paru chez Les Temps de Cerise, et du roman Tout ce qui m'est arrivé après ma mort, de Ricardo Adolfo, portugais chez Métaillé. Et elle a une particularité parce qu'elle a également traduit
Message, le seul livre de Fernando Pessoa publié de son vivant, Mensagem. Elle le traduit, ainsi qu'une anthologie de poètes de Lisbonne, comme Camões, Cesário Verde, Sá de Carneiro, donc, et Flor Bela et Pessoa, paru chez Lisbon Poets & Co. Elle a traduit le brésilien Daniel Munduruku, ou encore le portugais Mário de Carvalho. La liste est très très longue. Elle passe par Paulo Freire, elle passe par l'ex-président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, donc elle est très longue. Donc ces traductions seront présentées par Mathieu Doss, lui-même traducteur. Et Mathieu Doss a quand même un ouvrage, une œuvre de traduction qui est assez remarquable. Et il a traduit Graciliano Ramos, Vie aride du brésilien. Hein. Il a également traduit Mon oncle Jaguar de Guimarães Rosa, traduction pour laquelle il a reçu le grand prix de traduction de la ville d'Arles en 2016 et le prix de la meilleure traduction du portugais de la Gulbenkian Books en 2017. Il a également traduit à Lisbonne, J'ai pensé à toi, du brésilien Luiz Rufato, L'invention de l'Amazonie d'Euclides da Cunha, Touché Chandaigne, pour Gallimard, Le soleil sur ma tête de Giovanni Martins, parmi tant d'autres titres. Et finalement, Ana Maria Torres est également traductrice des contes et légendes du Portugal, des contes et légendes du Brésil. Elle a traduit également le scénario pour de Annick Bobo, le film de Manuel de Oliveira. Elle a traduit le classique de la littérature de jeunesse brésilien Bisabé Bisabel d'Ana Maria Machado et récemment le roman Folle mélancolie de la portugaise Teresa Veiga, tout paru chez Chandaigne. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté de se pencher sur l'œuvre d'un poète portugais peut-être peu connu, au moins connu en France, Mário de Sá Carneiro, car Mário de Sá Carneiro a une vie très courte. Il commence à publier autour de 1912 et il va décéder, il se suicide à Paris, à l'hôtel de Nice, à la place Pigalle, je ne sais pas si vous le voyez, en 1916. Mário de Sá Carneiro était le grand comparse de Fernando Pessoa. C'est avec Mário de Sá Carneiro que Fernando Pessoa a, avec la bande autour de Pessoa et de Mário de Sá Carneiro, publié la revue Orfeu en 1915, qui est la revue qui marque le début du modernisme dans les arts portugais. Mário de Sá Carneiro, si Fernando Pessoa, d'un côté, parle de hétéronymie, hein, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, ces différents hétéronymes que Fernando Pessoa va utiliser pour présenter son œuvre, ou pour présenter une œuvre plurielle. Chez Mário de Sá Carneiro, le mot pour cet éclatement du sujet, si on peut dire comme ça, est le mot dispersion. Et vous allez voir pour le texte qu'on va vous présenter cet après-midi que cette dispersion chez Mário de Sá Carneiro a une inquiétude psychologique qui fait de son œuvre une œuvre extrêmement riche, d'une rigueur de métrique, d'une rigueur de construction. Parfois, je fais de jugement de valeur qui n'a pas lieu d'être, mais parfois supérieure à celle de Pessoa. Il est un poète avec une rigueur de construction de poèmes qui est assez incroyable. Et Mário, en fait, il commence à publier, il publie dès sa jeunesse avec un copain, il publie une pièce de théâtre qui s'appelle Amitié, et il part à Paris pour faire ses études de droit. Mário de Sá Carneiro était en fait le fils de quelqu'un avec un peu plus d'argent que tout le reste de la bande, et donc c'est lui qui payait, par exemple, la publication des copains, hein, c'est lui qui subventionnait la publication des 2 numéros d'Orphée, et le 3e n'est pas sorti justement parce que Mário n'avait plus d'argent pour le publier. Mário commence donc à écrire très jeune, très très jeune, et il part à Paris. Il revient à Paris avec le début de la Première Guerre. Le climat à Paris commence à devenir un peu plus problématique. Donc il revient
à Lisbonne. Et à Lisbonne, il fait connaissance de Fernando Pessoa. Et la rencontre avec Fernando Pessoa fera un changement radical dans son œuvre et elle va gagner en poids parce qu'ils vont échanger énormément sur toute la production des poèmes des deux. Fernando Pessoa demandait des conseils à Mário de Sá Carneiro et Mário demandait des conseils à Fernando Pessoa. On peut parfois, pour certains poèmes, voir vraiment les différentes versions parce qu'ils se relisaient énormément l'un et l'autre. Le volume de correspondance est grand et malheureusement, on ne connaît que les lettres de Mário vers Fernando Pessoa, car il a gardé ces lettres dans la fameuse malle qu'il laisse après sa mort. Mais comme Mário de Sá Carneiro se donne la mort dans un hôtel à Paris, toutes les affaires qui étaient dans cet hôtel vont disparaître. Donc on ne connaît pas les réponses de Fernando Pessoa à cette correspondance. On devine par les questions, je vous réponds à cette question, etc. On devine la lettre de Fernando Pessoa, mais on ne le connaît pas. Donc Mário revient une fois de plus à Lisbonne pour une courte durée. Il arrive à convaincre son père de repartir à Paris, mais à Paris, il va fréquenter, il va être entouré surtout de ses collègues. Amadeu de Sousa Cardoso, le peintre portugais, va le présenter aux grands artistes du modernisme de Paris du début du XXe siècle. Mais son père coupe les vivres et Mário est obligé de rentrer à Paris, chose qu'il n'accepte pas. Et donc Mário va se donner la mort en avril de 1916 en buvant de l'strychnine dans cet hôtel à Pigalle, qui est un hôtel pour nous de la littérature portugaise, qui aimons la littérature portugaise, un peu mythique. On ne passe pas la place Pigalle sans avoir une pensée pour Mário de Sá Carneiro. Ok, donc une joute est également, on va présenter, on va essayer d'échanger entre nous, mais n'hésitez pas non plus, si vous avez des questions, à chaque fois je vais revenir vers vous. C'est aussi une manière de rentrer, je dis, à l'arrière-cuisine des traducteurs. C'est pour nous une opportunité d'échanger avec eux. Donc on commence avec un poème, le poème numéro 7, qui est en fait le 6e du recueil. Pourquoi ce 7 ? Mário, dans sa première organisation, c'était le 7e poème, mais en échangeant avec Fernando Pessoa, il passe à la 6e place de Indícios de Ouro, un recueil qui ne paraîtra qu'après sa mort. Et il dit à Fernando Pessoa, on va garder le 7. Pourquoi ? Eu não sou eu, nem sou o outro. Sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte de tédio, que vai de mim para o outro. Deux vers, qui ne parlent de moi et de l'autre, et de quelque chose d'intermédiaire. Donc Mário ne voulait pas que ce poème ait un nombre pair. Il fallait avoir les deux plus un, l'intermédiaire. Beaucoup de critiques se penchent, on compte les vers, on essaye de trouver une bonne manière, mais je pense que celle qui est très simple me satisfait carrément. Voici donc les traductions proposées par Élodie et par Anatolis. On commence. D'accord, on commence par moi. Alors d'abord, je voudrais dire que je suis c'est un peu délicat pour moi de parler d'une autre traduction parce que je n'ai pas traduit ces textes, donc je les présente celle d'Élodie Dupont. Mais qu'en même temps, c'est très facile parce que vous allez voir, la traduction d'Élodie, elle est vraiment très très bonne. Elle est même excellente, je trouve. Et Élodie fait très attention au rythme. C'est-à-dire qu'elle essaye à chaque fois, vous allez voir dans d'autres poèmes la même chose, elle essaye à chaque fois de garder la concision originale du poème. Ce qui n'est pas évident parce que le portugais un peu plus parfois peut avoir tendance à être un peu plus long. Le français, pardon, plus long que le portugais. Et elle fait vraiment très attention à garder cette concision. Autre chose que je voulais dire de ce poème, je ne sais pas si vous connaissez, il y a une version chantée que pour moi, pendant des années, j'entendais cette version. Pour moi, c'était le poème le plus connu de Sá Carneiro.
C'est une version de Adriana Calcanhoto qui chante ce poème en portugais. Et donc pour moi, j'avais cette mélodie en tête. Je le connais par cœur, le poème. Hein. J'ai la musique. Et donc en trouvant la traduction de Élodie Dupont, je retrouve tout à fait cette métrique. C'est-à-dire que vous voyez, quand elle commence en disant « moi, je ne suis pas moi », même si en portugais, on pourrait le traduire autrement, dire « je ne suis pas moi », elle reproduit le « moi » en entrée pour garder cette symétrie entre les deux. Donc elle dit « je ne suis pas moi ni l'autre, je suis quelque chose à demi ». Voilà, ça garde, ou elle aurait pu traduire aussi « je suis quelque chose d'intermédiaire », mais elle garde la métrique, la concision à chaque fois. Pilier du pont d'ennui, qui va de moi vers l'autre. Donc il y a dans ce poème toute la concision, je trouve, de l'original. Anna. Moi, de mon côté, en fait, vous le verrez après avec les autres poèmes, c'est que j'ai essayé quand même de garder aussi le rythme et aussi la rime que je ne garderai pas forcément plus tard. Et dans ce poème qui est quand même très court, très concis, comme le dit Mathieu, j'ai voulu un peu me faire plaisir et essayer de garder cette sonorité. Donc autre, médio, tédio, en gardant donc autre, je suis l'ennui. Ce qui m'intéressait aussi, c'est comme l'a signalé justement Daniel, de montrer de garder un certain rythme, mais en même temps de montrer le caractère brisé du poète, qui est quand même un peu l'essence de Mário de Sá Carneiro, et donc de faire, surtout dans le deuxième vers, un certain intermédiaire, casser le rythme en mettant « je suis » pour montrer un petit peu en fait que il y a une certaine fluidité et vers la fin, on sent le côté autre, la brisure en fait du poète. Oui, il y a quelque chose dans la construction métrique, je vous ai dit, hein, Mário de Sá Carneiro était vraiment un sculpteur de vers. Il a « eu não sou eu, nem sou outro »,« eu não sou eu ». Or, ce pronom qui est là, le « je hein, » de la langue portugaise, n'est pas obligatoire, il est même redondant. Il n'existe pas hein, dans la langue. Ce sujet, le verbe hein, « sou », marque très bien pour le portugais, pour la langue portugaise, ça suffit. Hein, mais pour garder la métrique « eu não sou eu, nem sou o outro, sou qualquer coisa de intermédio ». Point. Et Élodie Dupont, elle fait ça justement. Hein. Elle dit, elle prend « moi, je ne suis pas moi ». Donc elle reprend, je n'avais pas pensé à ça, mais en fait, non seulement elle veut garder la reproduction, mais elle veut aussi accentuer le pronom personnel. Et elle fait le pont. Hein. Et là, Anna, je ne sais pas si vous avez pensé à ça, il commence par « eu », il termine par l'autre. Hein. Tout le poème est le pont entre les deux pôles de ce pont hein, d'ennui. Hein. Et là, on est vraiment... on rentre dans cet univers de Mário de Sá Carneiro. Je suis désolé, je n'ai pas mis une photo. Là, la photo n'est pas très visible pour le public, mais Mário de Sá Carneiro était un peu plus rond et il détestait hein, son allure, il détestait ses photos, il disait qu'il était le roi lune. Donc il avait un ennui de son corps, il avait une expérience corporelle un peu plus compliquée. Et donc c'est moi et l'autre, le pont ici est le poème lui-même, n'est-ce pas? Le moi, le je commence et l'autre finit. Donc, eu não sou eu, nem sou o outro, sou qualquer coisa de intermédio, ponto. Pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro. Et là, on a en portugais l'inversion de rythme. Né? Eu não sou eu, nem sou o outro. Et après, on passe par Pilar da ponte de tédio. On passe à quelque chose de beaucoup plus marqué hein, et qui donne hein, justement deux versions de rythme. Très musical aussi. C'est un poème qui donc, quand Adriana Calcanhoto met ça en musique, c'est fait pour ça, on dirait. Hein, quand elle le chante avec sa guitare, oui. On dirait que le poème a été fait pour être chanté. Oui. J'ai une question. Un certain intermédiaire. J'étais assez... J'ai beaucoup aimé un certain intermédiaire. Après, moi, c'est personnel, c'est que j'ai du mal avec qualquer coisa. La traduction est quelque chose, pour moi, je trouve que c'est...
on perd quelque chose de poétique en fait en le traduisant littéralement. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé je ne sais pas si vous êtes d'accord ou non, mais j'ai bien aimé le terme de certains et qui en plus avec intermédiaire, ça fait il y a une continuité sonore en fait qui me semblait assez fluide avec cette image de comme vous dites avec l'histoire du pont, donc il y a quand même un courant qui passe et donc je trouvais que c'était assez fluide. Enfin, c'est venu assez naturellement en traduisant et je l'ai gardé du coup. Oui, parce que là, pour les qualquer coisa d'intermédio, donc cette expression qui est quand même le nœud du poème, les traductrices ont fait le choix de garder les deux choses complètement différentes. Complètement différentes. Pour Élodie Dupont, c'était garder le quelque chose, et pour vous, c'était de garder l'intermédiaire. Donc, c'était des choix assez riches pour le nœud du poème. Le nœud du poème est là, le qualquer coisa d'intermédio. C'est quelque chose d'intermédiaire si on va dans la traduction. Je crois qu'elle a fait ce choix-là parce qu'elle voulait vraiment garder elle ne voulait pas allonger. C'est ce qu'elle fait ailleurs, on va le voir plus tard, elle le fait beaucoup, ça. Elle ne veut pas allonger la phrase. Je crois que je pense que c'est ça qui a motivé son choix de mettre à demi plutôt que intermédiaire. Oui. Bon, c'est une supposition. Ok, une entrée, un petit poème, juste pour entrer dans l'univers de Mário de Sá Carneiro. On passe à quasi. Et ici, il faut déjà que je vous dise que le mot n'existe pas en portugais tel quel, quase. Hein? Il est écrit avec un E. Mário de Sá Carneiro, ce n'est pas une faute, hein? Il voulait un mot avec 2 syllabes, quasi. Pouco mais de sol, eu era brasa. Pouco mais de azul, eu era além. Para atingir, faltou-me golpe d'asa, se ao menos eu permanecesse aquém. A sombra ou paz em vão, tudo esvaído num baixo mar enganador da espuma, e o grande sonho despertado em bruma, o grande sonho, ó dor, quase vivido. Quase o amor, quase o triunfo e a chama, quase o princípio e o fim, quase a expansão. Mas na minha alma tudo se derrama. Entanto, nada foi, só ilusão. De tudo houve um começo, e tudo errou. Ai, a dor de ser quase, dor sem fim, eu falhei-me entre os mais, falhei em mim, asa que ele lançou, mas não voou. Momentos d'alma que desbaratei, templos onde nunca pus um altar, rios que perdi sem os levar ao mar, ânsias que foram mais, que foram, mas que não fixei, pardon. Se me vagueio, encontro só indícios, ogivas para o sol, vejo-as cerradas, e mãos de heróis sem fé, acobardadas, puseram grandes sobre os precipícios. Num ímpeto difuso de quebranto, tudo encetei e nada possuí. Hoje, de mim, só resta o desencanto das coisas que beijei, mas não vivi. Pouco mais de sol, e fora brasa. Pouco mais de azul, e fora além. Para atingir, faltou-me golpe d'asa, se ao menos eu permanecesse aquém. Paris, 1913. Le poème qui recrée le mythe d'Icare, hein, de ce poète qui essaye d'attendre le soleil. On passe aux traductions. On commence par vous, Anna, cette fois-ci. J'ai essayé de remettre le poème en portugais dans des diapos, juste pour qu'on voit la métrique et la disposition, parce que quand on passe, il peut être un peu mis à mal. Presque. Parce qu'en parallèle, je découvre la version d'Élodie, donc je regarde en même temps. Je voulais la lire. Anna, se quiser ler a sua.
Ah oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que Quasi, c'est un poème qui est écrit en décasyllabes. Alors, ce sont que des décasyllabes, parce que, tu compléteras, le décasyllabe, c'est la forme noble en fait dans la poésie portugaise. Donc moi, mon parti pris, c'est de faire l'équivalent en français, et donc j'ai utilisé l'alexandrin. Donc avec Presque, j'ai fait au mieux pour pouvoir vraiment calquer sur l'alexandrin, quitte à du coup à perdre la rime, hein, parce que non seulement c'est en décasyllabes, mais comme vous voyez bien, c'est des décasyllabes dits en plus héroïques, donc c'est vraiment des décasyllabes qu'on utilise pour l'épopée, avec des rimes très riches. Donc, ouais, Mário de Sá Carneiro, vraiment, comme le disait bien Daniel, c'est un orfèvre du poème, et qui a vraiment très, très fignolé ses textes. Donc, malheureusement, moi, de mon côté, je me suis dit que j'allais faire des concessions, et j'ai privilégié donc le rythme avec l'alexandrin, et tout en essayant quand même d'être, quand c'était possible, de faire quelques rimes. Voilà. D'accord, je regarde en même temps les deux. J'ai un peu de mal à regarder les deux en même temps. Mais si on peut voir les différences entre les deux, en fait les deux sont assez proches. Mais sur certains mots, elles diffèrent. Donc on a par exemple le mot, vous voyez dans la deuxième strophe, assombro ou passe. Donc elle dit assombro. Alors Anna traduit par apathie, et Élodie par tourment. En fait, les deux sont je pense que tu es d'accord, Oui, les oui. deux sont tout à fait valables. Il n'y a pas une qui a raison et l'autre qui a tort, mais ça donne toute une autre connotation au poème. Tourment ou paix, je trouve que chez Élodie c'est pas mal, parce qu'on a les deux opposés en même temps dans la même phrase. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je ne sais pas, le quiétude par rapport à l'apathie. Apathie ou quiétude? Apathie, je l'ai utilisé parce que je trouve que, en fait, dans tous ces poèmes, on va dire le mot emblématique des poèmes de Dispersão, c'est o tédio, qu'on peut traduire par ennui, mais qui en soi est une sorte d'anesthésie de l'âme, en fait, au tédio, quand on essaie d'essayer de trouver un équivalent d'émotion. Et donc j'ai voulu quand même donner un petit peu de tédio à Quasi, parce que le terme, si je ne me trompe pas, n'apparaît pas, et je trouvais que dans Assombro, c'est une version un peu atténuée du tédio, et avec apathie, je trouvais un équivalent à la fois de tourment, mais en même temps d'un tourment nébuleux, quelque chose qui anesthésie, comme au tédio. Voilà pourquoi j'ai choisi ce terme, en fait. Je le lis toujours, la sombre, ici, parce qu'il oppose à la paix comme une certaine... est-ce que je peux être hanté par ce mythe, par Icare, hein, parce que la première strophe qui revient à la fin est vraiment... Pardon. Même Icare, je ne suis pas. Même le poète qui brûle les ailes et qui tombe, je ne le suis pas. Ouais. Même ça, je ne suis pas. J'ai même pas atteint l'auteur où on brûle les ailes. Hein, je vous disais, hein, il a une fragilité, une blessure psychologique qui est assez courante, hein, dans ses poèmes. Et c'est sombre ici, qui pour moi, hein, je le lis comme ça. Donc, Oui. est-ce que ce mythe, est-ce que je peux rester en paix ou non? Parce qu'assombrar, je ne sais pas si on le dit, parce que moi je suis brésilien, donc parfois les mots ne sont pas tout à fait les mêmes, mais assombrar, c'est hanté aussi au Portugal, au Brésil. En tout cas, ça peut être assombrar, hanté, oui. Donc on peut avoir cette idée de la hantise quand même dans le mot. Hantise ou paix, presque, ça pourrait presque le traduire comme ça. Mm-hmm. Et puis le quasi quand même, c'est vrai que je suis étonné parce que je connaissais pas mais il paraît que dans d'autres versions, on a remplacé le i par un e. Ils ont corrigé Mário de Sá Carneiro. Mais le quasi, on aurait presque pu traduire par presque quasi en français, comme le mot existe aussi. Quasiment ou quasi, enfin, dans d'autres textes, ça pourrait exister. Donc.
Mais bon, c'était un peu difficile, ça aurait un peu gêné. Mais le mot portugais quasi est un néologisme ou pas alors? Parce que où est-ce qu'on le dit au Portugal? Il est à la frontière. Le poème est écrit en français. Hein. Il est écrit en France, pardon. Ah, il est écrit à France, Paris. oui, oui. Donc, bien sûr, il a le français, quasi. oui. Il a le quasi. Il a le quasi français, oui. Enfin, le mot en soi n'existe pas en portugais, mais il a le français. Ça n'existe pas, donc c'est ça. En tête, hein, c'est bien sûr l'inspiration du quasi en français qui est là. C'est ça, d'accord. Le poème est écrit à Paris. Il y a quelque chose qui m'a attiré l'attention par rapport aux deux traductions également. C'était la notion de num baixo mar enganador de espuma, dans une marée basse à la trompeuse écume et dans une basse mer fourbe d'écume. Hein? À la trompeuse écume et la fourbe écume, et le enganador ici, qui est quand même le mot presque d'une génération, hein, de la poésie d'Orphée. Hein? O poeta é fingidor, fingitão completamente, que finge sentir que é dor a dor que devera sente de Pessoa. Feindre est le propre du poète, hein, écrivait Fernando Pessoa. Donc fingir, tromper son lecteur, faire semblant de, qui est quelque chose. J'aime beaucoup le trompeuse. Mais le fourbe donne un mouvement presque vivace à cette image qui a vraiment attiré mon attention. Je continue la traduction ou... Non, c'est... Parce qu'il y a encore, hein, ouais. J'avance un peu. Tout a un début. Tout connu, un début. Il y a le mot enfin, bon, je vous laisse lire, mais après, il y a un mot sur lequel il faut qu'on revienne quand même. C'est disbaratar, le verbe disbaratar, qui n'est pas évident à traduire. J'ai pas vu comment... Ok, pour le public également. J'avance juste pour arriver à la fin du poème. Ouais, mais après, on va revenir sur on revient sur l'intégralité. Et Anne, si tu veux lire le complet Lire la version en français, oui. Ouais. Je passerai après pour le public. Ok. Je vous la lis pendant que vous la... Je reviens donc au début. Presque. Un peu plus de soleil, je devenais braise. Un peu plus de ciel, j'étais au-delà. Pour l'atteindre, il m'a manqué un battement d'aile. Si du moins j'avais pu perdurer en deçà. Apathie ou quiétude, en vain. Tout disparaît dans une marée basse à la trompeuse écume. Et le grand songe s'est réveillé tout embrumé. Ce grand songe, ô douleur quasi vécue. Presque l'amour, presque le triomphe et la flamme, presque le début et la fin, et l'opulence. Mais au fond de mon âme, tout se répand à flot. Pourtant, tout n'a pas été que simple illusion. Tout a eu un début et tout a dégénéré. Oh, la douleur du presque être, cette douleur sans fin. Décevant autrui, je me suis déçue moi-même, une aile s'élançant mais ne pouvant pas voler. Des instantanés d'âme que j'ai dilapidés, des temples où je n'ai jamais dressé un autel, des fleuves perdus sans être menés à la mer, des envies disparues mais jamais exprimées. Si je divague, je ne rencontre que des indices. Je les vois fermer, ces ogives au soleil. Et des mains de héros, sans foi et craintives, ont posé des barreaux sur les précipices. Mue par un élan confus et tonitruant, j'ai goûté à tout et je n'ai rien possédé. Dès lors, je ne suis que le désenchantement des choses que j'ai embrassées et non vécues. Un peu plus de soleil, j'étais devenue braise. Un peu plus de ciel, j'étais bien au-delà. Pour l'atteindre,
il m'a manqué un battement d'aile, si du moins j'avais pu perdurer en deçà. Ok. Mathieu, Oui. vous voulez revenir là? Oui, je voulais revenir sur. Alors, d'être presque. Non, c'était. Oui, c'est le mot disbaratar, parce qu'il y a un verbe, alors c'est dans la deuxième strophe. Hein, Momentos d'alma que disbaratei. En fait, le mot disbaratar, c'est un mot un peu littéraire, peut-être en tout cas pour des oreilles brésiliennes, mais c'est un mot qui peut être traduit par gaspiller, mais c'est aussi de. Est-ce qu'on peut le traduire par. Comment tu l'as traduit, toi? Dilapider, c'est ça, voilà. Ça peut être un peu abîmé. Hein, disbaratar, on peut disbaratar quelque chose qui est quelque chose de gâché aussi. Voilà, gâché. Tout ça Dilapider. Dilapider, non, c'est très bien, dilapider. Et gaspiller aussi, ça peut être défaire aussi. Je trouvais ça très, très juste. Les deux traductions sont très bonnes. J'aime la question de vagueio, c'est mi vagueio, hein, on retrouve ici à la dernière strophe. Vaguear en portugais, c'est vraiment le sens errer et divaguer. Il y a les deux. Hein, les deux sont tout à fait. Mais ici, il revient avec le vague, c'est aussi les houles de la mer en portugais du Portugal. Donc il est en relation avec l'écume qui est là en haut. Hein, et chez Mario, il faut toujours faire attention à ça. Mario utilise un chant plus ou moins lexical dans une strophe. Et je vous ai dit le mot dispersion, n'est-ce pas, au début. Ce mot, il va le disperser dans tous les sens possibles et imaginables qu'on peut retrouver dans la construction du mot. Et donc, vagar, ici, qui est le errer et le divaguer, on a les deux sens, et vous avez opté vraiment par les deux mots, et en français, on perd cette liaison avec la mer. Oui, dans divague, quand même, il y a le mot vague. Hein. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas une étrangeté, c'est une question, hein, je vous demande, est-ce qu'il n'y a pas une étrangeté dans le fait de dire si mi vagueio, ou est-ce que c'est quelque chose de naturel? C'est une construction politique. Si je me... si je erre à moi-même. Si je m'erre en moi-même, voilà, c'est ça. J'ai remarqué dans la traduction de Mario qu'il fait souvent ça, il met beaucoup de me dans des verbes qui au final ne l'ont pas... mais c'est pas réflexif. Oui. Voilà. Mais c'est pas quelque chose de naturel alors. Hein. D'accord, on est... Ok. Non, parce que parfois dans certains... Enfin, je vous le dis pour ceux qui connaissent le portugais, mais par exemple, on peut être dans le portugais un peu plus littéraire, un peu archaïque, on peut dire au miri, le verbe se rire est réflexif, au miri, alors que... Donc c'est quelque chose de naturel aussi, alors qu'aujourd'hui on va dire, même au Portugal, on dit je ris, c'est eu ri. Hein. Oui. Ça c'est plus brésilien. Je pense que ça c'est plus... Non, c'est pas brésilien, c'est ancien. C'est ancien. C'est archaïque, c'est un archaïsme que certains auteurs brésiliens utilisent même au XXe siècle, mais il y a un côté archaïque. Donc je sais pas, je me demandais si mi vaguear, s'il y avait cette construction archaïque ou si c'était tout simplement un néologisme. C'est pas un néologisme, c'est une construction grammaticale, c'est une réflexion par rapport à un verbe. Voilà. Mais c'est pas mal, je dis vague, parce que du coup on retrouve la vague. Hein, c'est pas mal. Il y a quelque chose qui vient, et donc dans la dernière strophe, avant cette coupure moderniste, hein, on va retrouver ça chez beaucoup de poètes, même en France, l'utilisation de pointillés, de vers coupés pour marquer des silences. Chez Mário de Sá Carneiro, il peut également être remplacé, on ne va pas le traduire, mais juste pour vous montrer, à l'introduction, hein, par exemple, des lettres, comme on va retrouver chez Marinetti, hein, pour le futurisme, cette coupure qui est l'introduction, je dirais, formelle d'un certain futurisme, d'une certaine forme moderniste chez tant Pessoa que Mário de Sá Carneiro. Maintenant, bien sûr, je ne le retrouve pas. Il est où le manicure?
Là aussi, elle a traduit azur, c'est pas mal aussi, parce que du coup, un peu plus d'azur, au lieu d'un peu plus de bleu, c'est subtil, hein, mais c'est pas mal. On retrouve le portugais dans azur. C'est un mot un peu plus poétique aussi. Par contre, je me demandais, pour un golpe de as, parce qu'en fait, as en portugais, c'est A-S-A et pas A-Z-A. Mais ça, c'est la version. C'est la version. C'est le portugais, non? Il ne fait pas de jeu de mots avec hasard ou. Non. Là, du coup, vraiment, c'est la. Et en plus, c'est une version qui avait plein de petites coquilles. Donc, je ne sais pas si vous voyez, hein, on peut retrouver des lettres, des chiffres pour couper des vers chez Mario, comme faisait Marinetti, comme faisaient pas mal de poètes inspirés du futurisme. Et quebranto aussi, c'est un mot étonnant, non? Parce que c'est un mot qui est traduit par abattement. Alors c'est dans le premier vers. Hein. No ímpeto difuso de quebranto, qui est traduit dans un élan diffus d'abattement et mu par un élan confus et tonitruant. C'est pas du tout la même. Quebranto, c'est un mot encore littéraire un peu aussi, qui peut être l'abattement, quelque chose qui est cassé, non? Quebranto. Comment vous avez senti, Anna? Je ne me souviens plus. Parce que quand on traduit, en fait, on fait plusieurs versions et surtout au terme du vocabulaire au fur et à mesure aussi de la lecture du poème, de comment on ressent aussi pour moi, avec quebranto, j'ai surtout entendu le mot quebrar qui est brisé et du coup, je voulais retrouver un petit peu le bruit de la brisure, donc d'où le tonitruant, qui n'est pas forcément, au final, peut-être pour garder aussi le côté élan confus pour garder le son de la brisure, en fait, l'éclat de la brisure, qui est quelque chose d'un peu plus dynamique, plus sonore. Même si en soi, abattement, ça va très bien aussi, en fait, parce que quebranto, c'est à la fois c'est la chute, c'est la brise. C'est l'apathie qu'on retrouve aussi, non? Oui, l'apathie. Le quebranto, dans le sens où je vais me disperser, je vais disparaître. Hein, le quebranto, ici, dans le sens presque d'une sorcellerie où je me... Oui, quebranto, ça peut être un envoûtement aussi ou pas? Un envoûtement, oui. Oui, c'est ça. C'est le quebranto, dans le sens de quelqu'un qui est envoûté. Mais envoûté négativement, qui n'est pas envoûté. Oui, pas du diffuso du quebranto. Donc, ici, dans cet élan où je disparais. Hein. Je fais la traduction vraiment du sens. Hein. Je ne suis pas du tout traducteur, mais pas du tout traducteur. Et surtout, je ne m'attaquerai jamais à Maritza Carneiro. J'ai trop de respect pour le poète. Mais vous voyez, c'est diffuso du quebranto, on peut ici, o ímpeto du quebranto, o ímpeto de disparition, presque, à quelque chose. D'accord. Et donc, j'aime bien le confus, là. Et en plus, j'aime bien le rythme mu par un élan confus, tonitruant, où la rime, ça vient bien. Allez. Mais après, attends, non, parce que là, je viens de me rendre compte. En fait, il dit quebranto, mais ensuite, juste après, hoje de mim só reste o desencanto. Donc, c'est étonnant parce qu'il dit il ne reste de moi qu'un désenchantement. Donc, l'idée de désenchanter, d'envoûtement aussi est reproduite. D'enchantement et désenchantement. Voilà, donc il est à la fois envoûté, mais aujourd'hui, il ne me reste que le désenchantement. C'est assez beau en portugais, je trouve, cette partie-là. Et très bien traduit dans les deux traductions. Donc on passe au troisième poème que les traducteurs ont bien accepté de le traduire. Les juteuses ont bien accepté de le traduire. Como eu não possuo. Olho em volta de mim, todos possuem. Afeto, sorriso ou abraço. Só para mim as ânsias se diluem e não possuo mesmo quando enlaço. Roça por mim em longe a teoria dos espasmos golfados ruivamente.
São êxtases da cor que eu fremiria, mas a minha alma para e não o sente. Quero sentir? Não sei. Perco-me todo. Não posso afeiçoar-me nem ser eu. Falta-me egoísmo para ascender ao céu, falta-me unção para me afundar no lodo. Não sou amigo de ninguém. Para o ser forçoso me erra antes possuir quem eu estimasse, ou homem ou mulher, e eu não logro nunca possuir. Castrado d'alma e sem saber fixar-me, tarde a tarde na minha dor me afundo, serei um emigrado d'outro mundo, que nem na minha dor posso encontrar-me. Juste les 3 étoiles qui sont là, elles sont en fait 3 étoiles comme ça. Hein? Elles sont en forme d'étoile, vraiment. Como eu desejo a que ali vai na rua, tão ágil, tão agreste, tão de amor. Como eu quiser emaranhá-la nua, bebê-la em espasmos da harmonia e cor. Desejo errado, se a tiver um dia, toda sem véus, a carne estilizada, sob o meu corpo arfando, transbordada, nem mesmo assim, ó ânsia, eu a teria. Eu vibraria só, agonizante, sobre o seu corpo d'êxtases dourados, se fosse aqueles seios transtornados, se fosse aquele sexo aglutinante. De embate ao meu amor, todo me ruo e vejo-me, destroço até vencendo, é que eu teria só sentido e sendo aquilo que estrebucho e não possuo. Paris, maio 1913. On retrouve à nouveau l'idée de Icare. Je pense que le mythe d'Icare est une clé pour lire Mário de Sá Carneiro. Ce mythe, pour fuir du labyrinthe, on va créer des ailes, sauf que les ailes sont en cire, et dès qu'on s'approche du soleil, les ailes se défont et se brûlent, et on chute. Cette image de la chute du poète, cette image de la chute de l'individu est centrale pour comprendre l'œuvre de Mário de Sá Carneiro, et on la retrouve ici, à nouveau. Faltou-me egoísmo para ascender ao céu. Falta-me, egoísmo para ascender ao céu. On va retrouver cette idée plusieurs fois chez Mário de Sá Carneiro. Allez, les traductions. Je me vire vers Élodie. On va découvrir les deux parties. C'est juste, comme je disais, nous sommes dans l'atelier. C'est drôle que plus on avance et plus nos traductions commencent à différer de plus en plus. De plus en plus. Les premières, elles se ressemblaient, autant là, celle-ci, pas du tout. Je n'ai pas la tienne, donc c'est un peu dommage. J'aimerais bien pouvoir. Mais alors du coup, je me mets complètement dos au public. Non, mais si tu en as besoin. Non, mais moi j'arrive à... Mais du coup, j'ai les deux. Merci. Ouais, mais bon, il faudrait que j'ai les deux. Attends, bon, pas grave. En tout cas, ce que je peux dire de la traduction de... Non, si on peut revenir. Et juste, montrer un peu. Je ne suis l'ami de personne. Et là, vraiment, on semble dans les deux traductions qui s'éloignent vraiment.
Allez. On la lit? Comme ça, Tu veux la lire? je conseille. Peut-être lire Ouais. celle d'Élodie. Mais c'est pas Moi, j'ai non, déjà lu. voilà, du coup je vais lire comme ça. On a le Non, micro. tu veux que j'essaie vraiment? Ouais. Bon, je regarde. Bon, c'est difficile parce que je suis en train de lire comme ça. C'est pas que c'est. Je le fais. Bon. Je regarde autour de moi, tous possèdent une affection, une étreinte, un sourire. Et pour moi seul se dilue le désir, je ne possède pas même ce que j'en sers. Vient me frôler de loin la théorie, des spasmes jaillit un rougeoiement, extase de couleur à en frémir, mais mon âme se fige et jamais ne le sent. Je veux sentir, je ne sais, tout entier m'égare, je ne puis être moi-même ni m'attacher, me manque l'égoïsme pour au ciel monter. Et l'onction pour m'engloutir dans la vase. Je ne suis l'ami de personne pour cela. Je serais bien forcé de posséder l'homme ou la femme que j'estime hors moi. Je ne parviens jamais à posséder. Castré d'âme et sans savoir me fixer, jour après jour dans ma douleur, je sombre. Serais-je un émigré d'un autre monde, que même dans mon mal ne puis me retrouver? Quel désir! J'ai pour l'agile inconnu qui passe simplement l'amour au cœur, que j'aimerais m'unir à elle nue, la boire en spasme d'harmonie et de couleur, désir trompeur, si un jour je l'avais, sans aucun voile et la chair stylisée, sous mon corps, allaitante et renversée. Même ainsi, au désir, je ne l'aurais. Car je ne vibrerais, agonisant, sur son corps tout en extase dorée, que si j'étais en sein bouleversé, que si j'étais ce sexe agglutinant, me heurtant à mon amour, je chavire, bien qu'un vainqueur, je me vois mis en pièces. Je n'aurais que si je pouvais être et sentir ce que je traque et jamais ne possède. Hein, on rentre dans une certaine psychologie assez intéressante par rapport à la construction du corps du poète. Le posséder ici, c'est bien sûr posséder le corps de cette femme qui passe, qui est la passante qu'on peut retrouver chez Baudelaire, qu'on peut retrouver chez beaucoup de figures modernistes, de la fin du symboliste. Mário avait une lecture des symbolistes très grande, très profonde, une connaissance très importante. Mais il y a toujours la dépossession du corps et on peut se demander qu'est-ce que ça veut dire posséder le corps de cette femme également chez lui. Et du point de vue de la traduction, Élodie Dupau, là, c'est assez impressionnant ce qu'elle fait, mais elle arrive à reproduire la rime en sens se détacher. Le sens est exactement le même, hein, j'ai regardé en même temps, mais elle arrive à reproduire parfois, pas tout le temps, mais souvent elle accueille la rime, et on a vraiment des rimes dans plusieurs... Là, tout à l'heure, il y avait cœur, vainqueur, enfin il y a... et la métrique aussi qui est très proche de l'original, en tout cas qui est très concise, assez proche de l'original. J'essaie de voir sur le sens s'il y a des choses qu'on peut voir. Anna, comment ça a été la construction donc, de cette traduction? Alors, pour moi, ça a été, de tous les poèmes, ça a été le plus difficile. Parce que, déjà, pour suivre la rythmique, pour rester sur l'alexandrin, ça a été assez ardu. Et mine de rien, c'est aussi un poème qui en portugais est très... On sent la dispersion, on sent que le poète, au fur et à mesure des vers, se déconstruit. Et c'est pas forcément évident aussi on va dire, de créer cette déconstruction, cette dispersion. J'essaie de regarder par rapport à Élodie.
Je ne sais pas si le public voit. Hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Hein. Je vais vous regarder de Gofad, temps en temps. est-ce que c'est parce qu'elle est traduite par jaillit, tu traduis par exaltation. Gofad. Gofa, mais est-ce que c'est régurgité? Oui. Ou ça peut être aussi jaillir? Ça peut être jaillir, oui. Oui. Marufad de vento, par exemple. Ah d'accord, ok. Oui. Donc c'est pas régurgité. Ah, Gofad, oui. Parce que en fait, oui, je connaissais le verbe. Il y a quelque chose qui m'a intrigué dans la différence des deux. Vous allez voir, c'est le poème où les traductrices ont fait des choix vraiment très, très, très différents. Et ici, il y a des positions du poète qui sont assez différentes. Il y a quelque chose en traduction qu'on pense, c'est que quand on a des repères d'espace, il faut essayer de garder ces repères d'espace par rapport au sujet d'où on parle, à qui, à lui, là, là-bas, ici. Hein, en français, on a maintenant cette simplification, le doigt là, le doigt là, le doigt là, mais là, ici, là-bas, etc. En portugais, il y a une certaine rigueur de localisation, mais la dispersion dans ce poème fait que tout est très confus dans la lecture. Et vous avez tout à fait raison. Donc, je regarde autour de moi, tout autour de moi, j'observe. Il y a déjà, dans le choix du verbe, des positionnements et de proximité par rapport à l'objet qui sont différents. De le regarder, l'observer, la question de distance des deux objets me semble très flagrante, plus que le choix des mots, parce qu'une traduction, il y a toujours des choix des mots qui sont différents, de constructions qui sont différentes. Ici, on a une position par rapport à cette femme qui apparaît à la fin, différente, qui est assez intéressante. Au loin ne cesse de m'effleurer la théorie, viens me fleurer de loin. Hein? Et donc, dans la deuxième, viens me fleurer. On est vraiment dans la proximité. J'aurais pu faire plein de petites remarques comme ça, du positionnement au moment du poète et de ce qui lui arrive par la vision, soit de la passante, soit de lui-même, hein, qu'il n'accepte pas. Mais regarde, pour rentrer un peu dans la cuisine du traducteur, vous voyez, regardez le deuxième vers. Elle a fait une inversion entre une affection, une étreinte, un sourire. C'est le deuxième vers. Hein. Alors, elle aurait pu garder la construction originale qui dit une affection, un sourire et une étreinte. Mais en fait, elle a réussi en juste une petite inversion et ça rime avec désir. Et du coup, elle a une rime interne avec en serre et post. Bon, les deux ne se riment pas, mais il y a une rime là qui est très subtile et qui a juste une petite inversion. Et on garde une musicalité très forte en affection, une étreinte, un sourire. Et pour moi, seul se dilue ces désirs. Je ne possède pas même ce que j'en sers. Voilà, c'est très subtil, mais c'est juste pour vous donner un petit... comment on peut avec une petite inversion, trouver une rime, une musicalité. Et quand on enseigne la traduction, la première question que les étudiants nous posent est « Monsieur, est-ce que je peux inverser ? Est-ce que je peux inverser la phrase ?» Je dis « Mais oui, c'est en français, vous ne le dites pas comme ça. » Chose très bête. Hein. Mathieu, Anna et moi, on est allés en français. Hein. Oui. En portugais, eu, Mathieu. La position du moi par rapport au groupe est différente. Donc, vous voyez, il y a des inversions qui arrivent, qui sont grammaticalement imposées. Et là, c'est vraiment la poésie qui l'impose. Et là, à nouveau, un abraço, un baiser. Vous êtes allé vraiment sur le baiser. Parce qu'abraço, c'est difficile à traduire. Comment elle l'a traduit? Abraço, c'est très large. Ouais, on peut abrasser avec ses bras, on peut abrasser avec la bouche. En fait, ça c'est. Moi, j'ai voulu garder baiser avec abraço pour être plus dans la sensualité, parce qu'on le voit plus tard après dans le poème. Il parle beaucoup du corps de la femme, de son sexe. Donc, je voulais mettre quelque chose un peu plus érotisant qu'une simple étreinte. Même si en soi, une étreinte, c'est très érotisant aussi, hein, mais que
voilà, avec le baiser pour vraiment rentrer, parce que je trouvais que de tous les poèmes de la sélection, c'était celui-là où l'on entrait vraiment plus dans la sensualité du poète, vraiment. Là, pour le coup, c'est pour ça, il parle souvent de spasme, d'extase, il y a quand même un champ lexical qui est très propre à la sensualité, donc Oui, tout à fait. d'où le baiser. Oui, tout à fait. Mais en plus, abraço, c'est intraduisible tel quel. C'est très dur à traduire parce que l'abraço, c'est l'embrassade. C'est le prendre dans le Mais bras. ça peut être, Un geste ça peut être, c'est quand on dit un abraço, c'est un salut. Voilà, c'est un mot vraiment intraduisible tel quel. Oui. Le poème continue. Hein. Donc, je ne suis ami de personne à cette fin. Et pour cela, hein, et j'ai bien aimé ici la notion de fin, être quelque chose chez Mário de Sá Carneiro était une fin en soi. Et c'était aussi la fin de sa vie. Mário de Sá Carneiro a mis en scène, par ses derniers poèmes, son suicide. Il le dit, peu à peu, il le dit, il l'annonce. Hein? Et en portugais, on a para o ser, pour l'être, hein, para o ser, et les deux ont vu la question de, pour cela, de finalité. Elles ont mis Pour la finalité. Ouais. Et j'aime bien la fin, comme o ser, être la fin du projet de Mário de Sá Carneiro. Moi, comme lecteur de Mário, j'ai bien aimé o ser devenir fin. Et fin de fin, hein, c'est fini. De the end. de la traduction. Ah, pour l'être, donc, Oui, vraiment, oui. en français, pour l'être. Oui. C'est une lecture assez fine Ouais, je comprends. pour l'être. Forçoso me era antes possuir. Pour cela, je serais bien forcé de Castré posséder. d'âme, et Tommy, mon âme châtrée. Okay. Je ne devrais me forcer d'abord de posséder. Juste pour qu'on puisse avancer un peu, on a juste 2 petits poèmes. Je me sens toujours l'obligation de vous faire écouter mon portugais, même si ça aurait dû être lu par un accent portugais. Mon accent est brésilien. Mais peu importe de quel versant de l'Atlantique, la langue est toujours quelque chose. Alentejo. Alentejo, il faut penser à Alentejo, hein, la région du Portugal, au-delà du Tage, et ici, c'est au-delà de la nuit. Hein, Alentejo, Alentejo. Alentejo. Nada me inspira já, nada me vive, nem a tristeza, nem as horas belas, de as não ter, de nunca vir a tê-las. Fartam-me até as coisas que não tive. Como eu quisera, enfim, da alma esquecida, dormir em paz num leito do hospital, cansei dentro de mim, cansei a vida, de tanto advagar em luz irreal. Outrora, imaginei escalar os céus, à força de ambição e nostalgia. Donc, hein, Icare apparaît à nouveau. Hein. Outrora, imaginei escalar os céus, à força de ambição e nostalgia. E doente de novo, fui-me Deus, no grande rastro fulvo que me ardia. Parti. Mas logo regressei à dor, pois tudo me ruiu, tudo era igual. A quimera cingida era real. A própria maravilha tinha cor. Ecoando-me em silêncio, a luz escura, baixou-me assim na queda sem remédio. Eu próprio me traguei na profundura, me sequei todo, endureci de tédio. E só me resta hoje uma alegria. É que, de tão iguais e tão vazios, os instantes me esvoam dia a dia, cada vez mais velozes, mais esguios. Paris, 1913, mai 1915.
on a une réécriture, il reprend le poème. Peut-être on peut le lire votre version en français et on suit celle d'Élodie avec les yeux. Alors, outre sombre. Plus rien ne me rend l'âme, plus rien ne me survit. Ni la tristesse, ni la beauté des heures, ne point les posséder, ne jamais les obtenir. J'en ai assez des choses que je n'ai pas eues. J'aurais tant voulu, l'esprit enfin oublieux, dormir sereinement dans un lit d'hôpital. Au fond de moi, j'ai épuisé ma vie aussi, à tant divaguer en une irréelle clarté. Jadis, j'imaginais escalader les cieux, à la force de mes ambitions et nostalgies. Et malade de nouveauté, je fuis tel un dieu, dans le grand sillage fauve qui me brûlait. Je partis. Mais finalement, la douleur me revint, puis tout en moi s'écroula. Tout se ressemblait. Enchaînée, la chimère était plus que réelle, et la merveille elle-même prenait une couleur. Je me fais écho en silence. La nuit obscure s'est abattue sur moi dans la chute sans remède. Moi-même, je me suis engloutie dans les abysses. Je me suis flétrie. J'ai durci par tant d'ennuis. Et aujourd'hui, il ne me reste plus qu'une seule joie. Oh, j'ai rajouté un truc. Et aujourd'hui, il ne me reste qu'une seule joie. À force d'être si semblables et si insignifiants, les instants se sont dissipés jour après jour, à chaque fois plus fugaces, à chaque fois plus fragiles. Ok. Outre sombre, outre ennui, on commence dès le titre avec des choix pour ce alentejo, ce lieu, outre moi-même, de Mário de Sá Carneiro, qui est déjà un choix assez audacieux d'utiliser sombre. Je l'ai fait parce qu'en fait, je me suis rappelé les paroles d'un autre traducteur du portugais qui s'appelle Dominique Nedelec, qui est un grand, qui traduit pas mal actuellement du portugais, qui disait que parfois il se permettait de mettre dans les traductions des petits clins d'œil, à des livres qu'il aime, à des références littéraires, sans pour autant que cela change complètement le sens. Hein. Et là, en fait, avec Alain, j'ai mis outre, et je me suis dit que ça pouvait être un bon clin d'œil tout de suite quand on pense à sombre, à outre-tombe, et de garder un petit peu en fait cette image parce que les Mémoires d'outre-tombe, c'est un peu aussi le même, un personnage en proie à la mélancolie la plus sombre, la neurasthénie, et donc je me suis dit, ça ne change pas le sens du poème, et pour un lecteur français, ça va réveiller quelque chose qui est propre en fait à l'ambiance du poète. Ce que réveille ou alentejo pour un lecteur en portugais. Exactement. Oui. D'accord. Oui. Ça aurait pu. Là, j'étais plus dans une ambiance romantique. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Je me suis permise de me dire que le lecteur français comprendrait en fait cette référence et aurait tout de suite en fait serait mis dans l'ambiance dès le titre. Il y a dans le quatrième vers, dans la première strophe, fartam-me até as coisas que eu não tive. C'est assez étonnant, comme le mot fartar, farto, c'est quand on est repu, quand on en a assez. Toi, tu as traduit j'en ai assez des choses que je n'ai pas eues. C'est pas mal ça, c'est l'idée de. Mais je ne connaissais pas ce verbe fartar. Si. Je connais farto, être fart, mais fartar, c'est. Farto-me de fazer algo. Ah, d'accord, c'est du portugais. D'accord, ok, c'est un peu littéraire. Je ne connaissais pas. Et ça veut dire j'en ai assez. Non, là, du coup, c'est vraiment le langage. Là, c'est la différence entre le portugais du Brésil et le portugais du Portugal. D'accord, ok. Farto-me de rire, c'est quelque chose qu'on peut traduit se comment, dire sans aucun problème au portugais du Portugal. Ça veut dire j'en ai assez de rire. Je ris jusqu'à... D'accord, donc c'est pas une invention. D'accord, non, je dis ça parce que... d'aller jusqu'au bout. Hein, ok, d'accord. Jusqu'à la limite. Hein. Ok. Par contre, moi, je sais que dans ce poème, ce qui a été le plus difficile pour moi de traduire, étonnamment, c'est le premier vers. Nadam Spiraja, parce que
expirarme, ça n'existe pas. Enfin, on expire, mais on ne n'expire pas à soi, en fait. Et ça a été très compliqué pour moi de trouver une manière de le dire sans que ce soit complètement un barbarisme et que ça reste quand même assez fluide, en fait, dans la rythmique, parce que pour moi, je restais toujours dans la rythmique de l'alexandrin. Mais là, je vois que la version d'Élodie est aussi très bien. Enfin, ça reste fluide sans pour autant, en fait, Elle a même qu'il y ait une petite accroche. Ouais, elle a même allongé un peu. Du coup, elle a rétréci juste après, Oui. pour pas s'allonger. Elle explicite un petit peu plus par rapport à l'original en disant rien n'expire plus en moi. Et ensuite, au lieu, elle raccourcit. Et du coup, c'est parfait. Elle garde la métrique. Ni ne vit. Voilà. Et au lieu de rien ne. Alors, littéralement, je traduis littéralement sans regarder. C'est rien n'expire déjà. Rien, voilà, c'est dur à traduire. Rien n'expire plus en moi déjà. Rien ne me vit. Et voilà. Et donc elle a. Mais là, la question, c'est le jeu avec l'inspiration. Hein. Oui, c'est ça. C'est la dispersion. Il est en train de partir toujours. Oui. Il faut toujours voir la dispersion et pas la concentration que l'inspiration peut l'avoir. On va vers l'expiration. Cette dispersion chez Mario est assez. Par contre, j'aime beaucoup la solution de. Jadis, j'imaginais escalader les cieux. De garder le escalader, pour moi, je trouvais, même si le vers il devient un peu plus long, pour escalar o céu. En portugais, on a cette image d'échelle, hein, de monter peu à peu. Et ce n'est pas justement le gravir me donne moins cette idée d'étape. Et plutôt un chemin lent. C'est peut-être juste ma position. Non, mais je crois qu'elle a voulu 2 syllabes. En plus, et puis gravir, comme on dirait en portugais. En fait, il n'y a pas de traduction pour gravir une montagne. On dit monter, subir. Subir la montagne. Voilà, on dit monter. Et on aurait pu dire hein, subir au céu. Oui. D'ailleurs, c'est l'expression plus ou moins... Ah oui, d'accord, je comprends. Il est escalar. Ouais, okay. C'est escalar au céu. C'est pas escalar, oui. Ah oui, c'est... D'accord. C'est vraiment escalader là, du coup, c'est vraiment l'effort. Mais on voit, parce que c'est vrai qu'au Portugal, il y a beaucoup, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Portugal, il y a beaucoup d'églises en fait, où concrètement pour aller jusqu'au ciel, c'est-à-dire pour aller jusqu'à la chapelle, il y a, surtout par exemple à Braga, c'est ça, au Bom Jesus de Braga, c'est des marches et des marches et des marches, et pour aller jusqu'à la chapelle principale qui est la représentation du ciel. Et je pense que... Il a un effort. Je ne connais pas Mario Zaccanello, hein, mais je pense qu'il voulait un peu garder cette image vraiment très symboliste en fait du ciel représenté par l'architecture. Je pense qu'un traducteur français penserait tout de suite à gravir. C'est le mot qui viendrait à gravir là. Mais garder, l'escalader m'a semblé une très bonne... Et puis il y a la rime aussi chez Élodie Dupont. Il y a cieux, qu'elle rime avec Dieu. Et nostalgie, et là elle fait un petit entorse, mais pour garder suivi. Il faut le suivi. Pour garder, c'est parfait, pour garder la rime avec nostalgie. Brûlant sur la piste fauve suivi. Oui. Et là elle est vraiment partie loin enfin, de la structure du texte, mais en gardant parfaitement le sens. Ouais. Et là, le doente de novo, hein, ce mot, doente de novo, avec des tirets, doente de novo, hein, c'est à nouveau malade, mais il me manque de nouveauté. Hein, doente de novo, hein, en portugais, il me manque, je suis dans l'ennui total, et rien de nouveau arrive jusqu'à moi. Et on a malade de neuf et malade de nouveauté pour vous. Mais il y a aussi la notion de répétition qu'on va plus ou moins perdre en français, qui est malade à nouveau. Oui, à l'oral, on entend malade à nouveau. Hein. Oui, malade à nouveau. Sans les traits d'union. Oui, malade à nouveau. Et justement, pour arriver, parce que ça passe super vite, pour arriver à notre fin, donc le poème finit.
Quando morrer, batam em latas, rompam aos satos e aos pinotes, façam estalar no ar chicotes, chamem palhaços e acrobatas. Que o meu caixão vá sobre um burro. Ajaizado a andaluza, a um morto nada se recusa. E eu quero, por força, ir de burro. On passe à la lecture donc d'Élodie. D'accord. Alors, à ma mort, tapez sur des boîtes, faites pirouettes et saltos, claquez les fouets dans l'air bien haut, conviez pitres et acrobates. Mettez mon cercueil sur un âne, tout harnaché à l'andalouse, un mort, rien ne se refuse, et je veux aller à dos d'âne. Donc ici, cette image très triomphante de la mort, hein, chez Mario, quelque chose qui sera le moment de la fête. Vous avez vu toute la poésie de Mario, avec cet ennui, le renouveau, rien ne se passe, mais à la fin, elle a des acrobates, elle a des saltos, elle a des pirouettes et elle a des sauts, justement, comme la mise en scène de cette mort, du moment d'être, de la fin, qu'on avait déjà commenté au tout début. Les choix sont vraiment très divers dans cette traduction également. Surtout dans la construction ici, donc du vers lui-même. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas vraiment de différence à un niveau vocabulaire. On peut avoir le clown et le pitre, on peut avoir le salto et les sauts, les pirouettes, etc. Mais la construction me semble plus différente que la question lexicale elle-même. Mathieu, oui, c'est dur de voir les deux en même temps, mais donc je m'attache, celle d'Élodie. Non, mais et encore une fois, il y a la rime, c'est salto, haut, acrobate, boîte. Elle a fait toute la rime. Enfin, c'est pas des vraies rimes, mais c'est parce que boîte rime pas avec acrobate, mais c'est proche. Enfin, il y a une idée de la musique. Lata, est-ce qu'au Portugal, lata, c'est du métal, hein? C'est du métal. Après, mais c'est intraduisible. Non, mais il n'y a pas d'autre. Boîte, c'est pas. Moi aussi, j'ai utilisé boîte, et boîte, c'est pas forcément le terme le plus. En temps normal, j'aurais pas utilisé boîte. Ouais. Mais comme il y a eu acrobate, j'ai gardé moi aussi boîte pour faire la rime. D'accord. Mais lata, c'est tout ce qui est conserve, ça peut être une casserole, en fait, c'est tout ce qui est en métal. En fait. Oui. On aurait pu aller vers la figure du tambour, hein, oui, presque. Mais c'est dur parce que vraiment le mot latte en français, je vois pas comment le traduire par un seul mot. C'est un mot. C'est la canette, c'est une latte. Oui, ça, ma latte, ça peut être aussi une canette. Une canette, en fait, voilà. C'est vraiment tout ce qui est en métal. Tout ce qui est en métal. On aurait pu mettre n'importe quel mot. Ouais. Et là, peut-être le public, quand on est enfant, quand on va faire du tambour, qu'est-ce qu'on utilise comme instrument pour jouer? Est-ce que une gamelle, voilà. Des gamelles. Ah, mais non, mais gamelle, c'est très bien. Au point de vue du sens, je crois que c'est ce qui serait mieux. Ça peut rentrer là, oui. Et là, plus de rime. Oui, voilà. Donc là, c'était juste pour l'idée du sens, mais là, les choix des deux ont très bien choisi. Boîte. Il y a bridé et capuchonné, tout harnaché à Andalouse. Et là, il y a l'image de être attaché au cheval à l'Andalouse, ou à l'âne à l'Andalouse, qui rentre dans la construction. C'est une vraie lecture que le traducteur va le faire du poème. Et il y a certains traducteurs qui auront la sensibilité vers le sens, d'autres iront vers l'oreille, la musicalité. Bon, un traducteur de poésie tentera toujours de garder l'oreille, n'est-ce pas, la musicalité, en traduisant également ce qui parfois est vraiment intraduisible en termes de métrique, en termes
de valeurs de métriques, hein, parce que les métriques ont des valeurs culturelles aussi, hein, dans des cultures différentes. Et ici, il y a ce choix vraiment à ma mort tapé sur des boîtes, faites pirouettes et saltos, claquez les fouets dans l'air bien haut, convivez pitres et acrobates. Et de l'autre côté, quand je serai mort, faites claquer des boîtes, réjouissez-vous par des sauts et pirouettes, dehors, faites pétarder et claquer des fouets, faites appel à le clown et à des acrobates. Le vers devient beaucoup plus lent, peut-être rentrant dans une lecture de Mario, Mario, un poète de vers long, hein, qui est rentré dans votre musicalité, dans la musicalité du poète. Et c'est des choix très différents. Parce que la métrique des deux traductions sont complètement différentes. Mais ça a été vraiment... après, du coup, je ne saurais pas pour Elodie, mais moi, ça a été vraiment une de mes questions principales quand j'ai commencé à traduire Mario de Sacarneiro, c'est dois-je garder le système, enfin, la maîtrise, dois-je la garder, dois-je y renoncer, dois-je plutôt privilégier le sens, et quitte vraiment à m'éloigner, parce que du coup, après avoir traduit ces poèmes, j'ai quand même... j'ai rendu mon exercice, et après j'ai quand même regardé les autres traductions, parce qu'il y a des traductions qui existent, bien sûr, de Mario de Sacarneiro, et j'ai été surprise de voir que certaines personnes respectaient le rythme métrique, et d'autres ont fait fi de cela, et ont préféré vraiment privilégier le sens, quitte à vraiment garder la pureté du vocabulaire, du lyrisme, mais aux dépens du poète. Et c'est vrai que ça, en tant que jeune traductrice, pour moi, c'est vraiment une question qui est encore... c'est une question à laquelle j'ai pas vraiment de réponse, parce que je pense que ça doit dépendre, de chaque poète, ouais, de chaque ambiance de poème, mais il n'y a pas vraiment, j'imagine, de réponse à cela. Je ne sais pas pour toi, Mathieu. Mais... Non, moi, ça dépend vraiment des poètes que j'ai eu à traduire, ou des écrivains. Il y en a qui appellent vraiment au sens. Si on change un mot de sens, on perd tout le poème. Donc il faut à ce moment-là garder et puis abandonner l'idée même de faire une rime ou une métrique. Ou alors de faire un peu comme là, de mélanger un peu les deux. C'est-à-dire, ça rime pas vraiment, mais voilà, on garde une musicalité, même si du point de vue purement métrique et rimé, on ne respecte pas la rime. Comme salto et haut, c'est pas une vraie rime, mais quand même, c'est dans la musique. Donc, quand on l'entend comme ça marche très bien. Acrobate, boîte, etc. Et on a des choses très... riche également entre les deux langues, hein, quelque chose qui peut se passer entre le portugais et le français. On a sur le premier vers un temps verbal qui n'existe pas en français. Ah oui. Quand je mourrai, c'est pas... Mais on n'a pas le subjonctif futur en français qu'on a là en portugais. On ne le voit pas parce que le verbe est régulier, mais qui est là. Ouais. Et la traduction d'Anna est de passer carrément au futur et donner une date, ce qui en portugais est une hypothèse, et pour Elodie de complètement zapper la question temporelle à ma mort, donc c'est au moment de ma mort, un temps verbal qui n'existe pas dans la langue d'arrivée peut poser énormément de questions. Moi, personnellement, à la lumière de la vie de Mario de Sacarneiro, et sachant que c'est quand même un des derniers poèmes qu'il a rédigé, pour moi c'était un peu un poème testament, donc c'est pour ça que j'ai mis le futur. Je me suis dit... Est-ce que c'est pas son dernier poème même, non? Ou un des derniers? Un des derniers. Ça fait partie du dernier cahier envoyé. Okay. Voilà. C'était à la manière de la lettre qu'il a écrite à Fernando Pessoa avant de mourir. Pour lui, c'est plus hypothétique, c'est réel. Donc autant le montrer vraiment dans le poème que c'est
rien que le titre, c'est la fin. Enfin, voilà. OK. En tout cas, merci beaucoup, Mathieu, d'avoir accepté d'être Élodie Dupont quelques minutes. Merci beaucoup, Anna, pour accepter notre exercice. Merci beaucoup au réseau de médiathèques de la ville de Clermont Métropole et à la Semaine de la Poésie de nous avoir acceptés. Merci à toutes et à toutes d'être là. Et la Semaine de la Poésie a encore quelques heures de semaine avant la clôture. On se verrait bien sûr très prochainement. Merci à tous et à toutes.